Je vais faire un petit exercice, enfin, je vais montrer comment on fait avoir les équations. Alors, quand je dis comment on fait, c'est comment obtenir les équations euh, d'un mouvement parabolique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement parabolique? Mais pour un mouvement parabolique, si je suis par exemple au sol ici, je lance un projectile, c'est ça. C'est voilà, c'est tout projectile qui est lancé à la surface du globe. Hein. Bon, si je tire un missile, il fait comme ça, voilà. On peut avoir des tirs comme ceci, et ça retombe toujours sous forme parabolique. Voilà, ça c'est le globe terrestre. Bien sûr, c'est la Terre. La Terre, chaque fois qu'on fera un tir, mais il fera ça. Bien sûr, si on ne dépasse pas une certaine vitesse, hein, bon, pour mettre en orbite ou une certaine vitesse pour sortir de l'orbite. Bon, mais quand on est en dehors d'une certaine vitesse, pour ne pas mettre en orbite ou en dehors de l'orbite, mais on a des trajectoires paraboliques. Voilà. Et donc, quand on a une trajectoire comme ça parabolique, par exemple, on lance un caillou, ben, d'office, on va avoir une trajectoire parabolique. Et plus spécifiquement, je vais appeler ça mouvement parabolique. Maintenant, je peux avoir un mouvement parabolique, pas nécessairement par rapport au sol. Si je me situe, par exemple, au niveau d'un immeuble et que je lance une balle, eh bien, j'aurai un mouvement parabolique aussi. Donc le mouvement parabolique n'est pas forcément complètement parabolique, il peut être semi-parabolique ou quart parabolique ou partie parabolique. Voilà, du moment qu'il fait partie d'une parabolique. Donc moi j'appelle un mouvement parabolique, un mouvement dont la description de sa trajectoire est une parabole. Bon, pas forcément une parabole complète, ça peut être une parabole partielle. Alors moi je vais entamer les discussions sur une parabole. D'abord, je vais généraliser. Et si je généralise, je pars à partir d'une parabole complète comme ceci. Voilà, donc ça veut dire que voilà le sol. Là, on a le sol. Et bon, un projectile est tiré, un corps, quand je dis un projectile, c'est un corps, peu importe, est tiré à partir d'un point A et il va aboutir, je veux dire, à un point B. Alors, je vais mettre ces équations. Alors, vous comprendrez que dès le moment où on parle de vitesse, ben, la vitesse, c'est une notion vectorielle. Hein. Les vitesses, la vitesse, c'est une grandeur vectorielle comme l'est l'accélération, comme l'est comment est-ce qu'on appelle ça, les forces, comme le sont les forces, puisque en science, il existe deux types de grandeur, soit elle est vectorielle ou soit elle est scalaire. Bon, soit c'est un nombre pur, donc on dirait qu'elle est scalaire, ou vectorielle, ben, on a trois informations, voire même quatre. Les trois informations, c'est l'intensité ou la grandeur, si vous voulez, qui a une unité de mesure ou pas. C'est l'intensité, la direction et un sens. Voilà. Et on peut avoir aussi un point d'application, mais à ce moment-là, on a affaire à un vecteur qui est lié. Hein, il y a le vecteur libre et le vecteur lié. S'il est libre, il n'y a pas de point d'application. S'il est lié, il y a un point d'application. Donc, le point d'application, c'est pas forcément, je veux dire, obligatoire. Par contre, un vecteur a toujours une intensité, une direction et un sens. Donc, et la vitesse possède justement cette caractéristique d'avoir une direction, un sens et une grandeur qui est avec une unité de mesure qui est le mètre par seconde. L'accélération a aussi une direction, un sens et une intensité qui est mesurée en mètres par seconde carré. Voilà. La force, elle a une direction, un sens, et elle a une intensité qui se mesure en newton. Et bref, on mesure, je veux dire, en science, deux types de grandeur, soit on les classifie sous les formes vectorielles, ou soit les scalaires. Donc soit c'est un nombre pur, ou soit c'est une grandeur avec trois informations, dont celle de direction et de sens. Et bien sûr d'intensité. Donc ici, on va jouer avec la notion de vitesse. Donc fatalement, la vitesse, c'est une notion vectorielle. Donc je suis obligé de faire référence à des vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Ben, la trajectoire parabolique va dépendre de ce vecteur-là, de ce vecteur vitesse. Parce que ce vecteur vitesse, ben, je viens de vous dire ici, il a plusieurs caractéristiques. Il a une direction, hein, tirée
suivant la trajectoire comme ceci, ou une autre trajectoire toujours pour la même grandeur, hein, comme ceci, c'est pas la même chose. Tirer comme ceci, c'est pas la même chose. Donc vous comprendrez que la direction à avoir, la direction à avoir, hein, par rapport à, je veux dire, au vecteur vitesse. Et l'intensité à avoir aussi. Hein, l'intensité, euh, voilà, si je jette avec une plus grande vitesse, ben, on aura les caractéristiques relatives à une parabole provenant d'une vitesse initiale importante. Donc ici, vous voyez que la direction, le sens bien sûr, et l'intensité sont fondamentales pour comment on appelle ça, la trajectoire qui va être décrite et qui sera de type parabolique. Je vais vous prouver qu'il est, bien sûr, c'est à moi de vous prouver que cette trajectoire est parabolique. Bien sûr qu'elle est sous forme d'une parabole, ça sans aucun souci. Je le verrai après, quand j'aurai terminé les équations, vous verrez que j'ai l'équation du second degré, c'est-à-dire que j'ai l'équation d'une parabole sur le dessin, sur un dessin. Alors, pour ça, je viens de vous dire qu'il faut décrire tout d'abord le vecteur vitesse initiale. Tout dépendra de la vecteur vitesse initiale de départ. Bon, donc ici, on a le sol, hein, et je tire un corps avec une certaine vitesse qui va par exemple retomber ici. Voilà. Donc voilà, ma vitesse initiale est lancée ici. Je vais appeler ce vecteur là V0 que je dessine à une certaine échelle, bien sûr. Ah, bien sûr, le vecteur là sera grand en fonction d'une échelle. Si je divise l'échelle par deux, ben, j'aurai le vecteur deux fois plus petit, mais c'est toujours le même vecteur, même direction, même sens et même intensité, si ce n'est qu'il est dessiné à l'échelle plus petite, simplement. Je peux avoir un plus petit vecteur, ça veut dire que ça, c'est une question d'échelle. Voilà, on définit une échelle pour dessiner le vecteur. Bon, mais en fait, on a ce qu'on appelle un mouvement dans le plan. Un mouvement dans le plan nécessite toujours deux axes. Hein, pour décrire un point dans le plan, ben, on a besoin de deux axes. Un système d'axes qui est l'axe des X, qui est, celui du sol, hein, voilà, celui du sol, et le vertical qui est, donc on a bien un repère orthonormé ici, hein, qui est Y. Voilà. Donc ici, je peux décrire dans cet axe XY qui est un repère planaire, parce qu'il existe des repères spatiaux. Les repères spatiaux, c'est X, Y, Z. Et là, c'est pour décrire une trajectoire ou une vitesse, ou peu importe, une accélération dans l'espace. Ici, moi, je vais décrire les points de la trajectoire, dans un plan. Donc si j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin d'un repère orthonormé dont l'origine est l'origine du vecteur V0. Voilà, là ça c'est l'origine, c'est le 0, 0. Et j'ai bien un axe XY, qui est un repère orthonormé, parce qu'il est ortho parce qu'il est perpendiculaire. Il a 90 degrés ici, qui divise en 4 quadrants qui font 90, 90, 90, 90, 90. Donc c'est bien un repère orthonormé. Et il est ortho parce que il est perpendiculaire ici, mais il est normé parce que en fait la norme est la même aussi bien en X et en Y. Alors maintenant, allons voir plus loin. Ça, c'est un repère normal, bon, qu'on retrouve en mathématiques. Mais moi, comme je vais jouer avec des vecteurs, je vais mettre un repère vectoriel. C'est-à-dire que je vais, dans cet axe X là, je vais créer mon vecteur de base qui est I. Ou E1, je peux l'appeler E1 ou I, ou voilà, I, E1, etc. Bon, ici, ce sera, vous l'aurez compris, si j'ai mis là, bien sûr, dans la même norme que celui-ci, parce que je vous ai dit que c'est un repère normé, donc il a la même norme. Hein, si je prends unité à l'échelle, unité égale 2 cm, mais là, unité fera 2 cm. Si je prends unité égale 3 cm pour I, mais j'aurai unité égale 3 cm pour J. Donc, j'ai un repère vectoriel, si vous voulez. Donc, là, je peux décomposer, si vous voulez, le vecteur vitesse dans un repère vectoriel IJ. Voilà. Si ce n'est qu'à la différence près, c'est que le vecteur, là, c'est un vecteur vitesse qui est mesuré en mètres par seconde. Alors, là, on se rend bien compte de deux choses. C'est que le vecteur vitesse va se décomposer en V0, V0
Donc une composante de vitesse, je vais appeler ça composante de vitesse suivant I, plus, si vous voulez, une composante vitesse suivant J. Voilà. Et ça, c'est mon V0. Donc mon V0, elle a une composante vitesse suivant I, suivant une projection de V0 sur I, mais elle a une projection sur J. Alors, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'un vecteur, il a trois caractéristiques. La direction, le sens et l'intensité. L'intensité se mesure, comme je vous l'ai dit, en mètres par seconde. Le sens, c'est le sens voilà, bas vers le haut. On tire de bas vers le haut. On ne va pas tirer vers le bas quand même. Parce qu'il y a quand même le sol. Je ne vais pas tirer... je suis au sol. On ne saurait pas jeter quelque chose vers le sol. Donc, je ne peux jeter que vers le haut. Donc, le sens, c'est bas vers le haut. Donc là, j'ai un vecteur bas vers le haut. Mais la direction, en fait, elle est définie par quoi? Mais comment définit-on une direction? C'est par un angle. Généralement, c'est par un angle. Donc, si j'appelle cet angle-là alpha par rapport au sol, bien sûr, qui est l'axe des x, hein, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le alpha, qui est l'angle, va définir ma direction. Donc, c'est court une donnée. Je suis obligé d'avoir cette donnée-là. Donc, quand on lance quelque chose, c'est par rapport à une direction donnée, par rapport à un angle alpha donné. Hein, si l'alpha est plus petit, ben la direction sera plus proche de l'axe des x. Voilà, plus alpha est petit, plus on est proche de l'axe des x, plus alpha est grand, plus on est proche de l'axe des y. Alors maintenant, il faut chercher cette composante de vitesse suivant l'axe des x. Je vais appeler ça CVXI et CVYJ. Eh bien, ça, il suffit juste de faire de la trigonométrie, puisqu'en fait, on a la décomposition d'un vecteur vitesse, comme c'est, qui est tout simplement un triangle rectangle, avec un angle alpha ici connu. Bon, alors, on va dire que ça, c'est, si j'appelle ça A, B, C, eh bien, si je cherche AB qui est CV de X, hein, c'est ce vecteur-là, c'est le vecteur-là, c'est le vecteur AB, ben AB vaudra, enfin, si je retire, si je mets en norme, AB vaut AB sur côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà, le côté adjacent c'est AB, l'hypoténuse c'est AC, mais AC c'est V0. Voilà. Donc AB, côté adjacent sur l'hypoténuse, mais on sait bien que ça c'est en trigonométrie, c'est le cosinus de alpha. Donc ce qui veut dire que vaut AB, ben, AB vaut, ça je peux retirer, quand j'ai la norme, je peux retirer je peux avoir ça comme ça. Voilà, si je retire la norme, je peux écrire ça comme ça. C'est tout simplement la grandeur V0, et on s'en fout de sa direction, et on s'en fout de son sens. Puisque la direction est reprise ici, sous l'angle alpha ici. Voilà, donc ici, je vais remettre la norme, donc c'est V0 cosinus alpha. Donc que vaut AB? Ben, AB c'est CV de X, c'est le vecteur là, c'est la composante suivant X, la composante de vitesse suivant X. Voilà, c'est V0 cosinus alpha. Bon, là on a une composante CV de Y. Vous comprendrez que CV de Y, si je fais la même chose, ben ça va être V0 sinus alpha. Bon, ça se voit tout de suite. Hein. Bon, si c'est pas le... si vous avez... une fois que vous avez trouvé le cosinus, si l'un est le cosinus, l'autre est le sinus. Hein. Voilà. Alors comment voir que c'est le sinus? Ben, c'est le côté opposé qui est BC, hein, si vous voulez, c'est BC, sur l'hypoténuse qui est AC, et BC sur AC, c'est le côté opposé à l'angle alpha, qui est BC, sur l'hypoténuse, ben, c'est ce qu'on appelle le sinus. Hein. Et le sinus alpha, bon, et que vaut AC? AC, c'est l'hypoténuse, et l'hypoténuse, c'est la norme de V0. C'est-à-dire que si je mettais en grandeur directe, c'est V0. Donc BC sur V0. Qu'est-ce que c'est que ce fameux BC? Mais ce fameux BC, c'est la composante suivant Y du vecteur. Donc c'est CV Y est égal à, sur V0 égale sinus alpha. Donc ce qui veut dire que la composante de V de vitesse suivant l'axe Y est égale à V0 sinus alpha. Voilà, donc la donnée est ici. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai une composante de vitesse qui va faire
V0 cosinus alpha I. On avait dit que comme ça c'est côté, ouais, suivant x, ouais, plus V0 sinus alpha J. Voilà que vaut mon vecteur vitesse. Ça c'est mon vecteur vitesse décomposable suivant l'axe des x et suivant l'axe des y. Voilà, mais maintenant, ça, on a affaire à deux vitesses. Une vitesse qui est, si vous voulez, suivant l'axe des x, suivant l'axe des x, et suivant l'axe des x, si vous voulez, on aura tout simplement un mouvement qui est rectiligne. Voilà, là, on aura un mouvement rectiligne, uniforme. Donc on aura un mouvement rectiligne uniforme pour l'axe des x. Pour l'axe des y, on aura ici, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors pourquoi accéléré? Parce que ici il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Enfin, je n'ai pas mis tous les vecteurs. Hein. Il manque un vecteur ici. Vous comprendrez que ici on a la force d'attraction terrestre. Voilà. On a la force d'attraction terrestre. Et donc, on a une force de gravitation ici. Force de gravitation. On a une composante due à la gravitation, c'est ça que je veux dire. Une composante de vitesse due à la gravitation. Alors je vais la chercher, cette composante de vitesse, composante due à la gravitation, ce que j'appelle composante due à la gravitation, ou vecteur due à la gravitation. Hein. Un vecteur dû à la gravitation. Voilà, je vais le chercher. Donc là, je sais bien que j'ai un vecteur vitesse dû à la gravitation, puisque j'ai une accélération de pesanteur, j'ai une accélération, c'est pour ça que j'ai mis un MRU. Par contre, suivant x, il n'y a aucun souci, c'est un MRU. Voilà, alors maintenant, je vais définir ceci. On sait bien que les lois du MRU est égale à la vitesse est égale à l'espace sur un temps. Donc des mètres par seconde, c'est des mètres par seconde. Ouais. Alors, mais ici, la vitesse, elle est connue. Dans mon MRU, la vitesse est connue. C'est V0 cosinus alpha. C'est V0 cosinus alpha. Voilà, ma vitesse vaut V0 cosinus alpha. Donc ça, c'est en MRU, il vaut V0 cosinus alpha. Bon, ça veut dire quoi? C'est que j'ai ma grandeur vitesse, mais il dépend aussi de l'angle, de la direction. Voilà, et c'est ça, en MRU, il va toujours faire ça. Enfin, tout d'abord, je veux dire, au niveau du point de départ. Puis, il va être variable en fonction du temps, bien sûr. Hein. Ce qu'on sait, c'est que c'est vrai que ici, on connaît ce vecteur-là. Pourquoi? Parce qu'il est, au départ, il est connu. Mais après, il va varier en fonction du temps. Il est connu, mais après, il va varier en fonction du temps. Bon, maintenant, voyons voir le MRUA. Le MRUA, c'est V est égal à... C'est bien que X est égal à X0 plus V0 T plus AT carré sur 2. Et que la vitesse vaut... Ici, bien sûr, en MRU, on a une accélération qui est nulle. Pas d'accélération. Hein. L'accélération est nulle. Par contre, ici, on a une accélération qui est constante. Hein.
Donc ici, je vais avoir cette accélération qui est constante en valeur, mais on a une certaine vitesse qui vaut v est égal à v0 plus ou moins at. Ouais, ici, c'est plus ou moins at carré sur 2. Voilà. Le a va dépendre quoi? De quoi? Ça dépend. Ça dépendra. Soit le plus peut signifier, je veux dire, une accélération et le moins une décélération. Mais le plus peut être aussi en fonction de l'axe. En fonction de l'axe. Le moins peut être en fonction de l'axe. Ici, on va regarder si on a un plus ou un moins par rapport à l'axe. Alors, vous voyez que là, justement, il est dans le sens contraire de l'axe. La vitesse due à la gravitation est dans le sens contraire de l'axe Y. Et dans le sens contraire de l'axe Y. Donc, ce qui veut dire que j'aurai V est égal à V0 moins AT. Voilà. Tout le restant ne m'intéresse plus. Hein. Ouais, je vais partir à partir de ceci. C'est ça qui m'intéresse. Donc j'aurai V0 moins AT. Mais le V0, on le connaît, puisqu'on a une vitesse initiale qui dépend de la direction, qui est V0 sinus alpha, bien sûr pour le J. Hein, parce que je suis en train de regarder les vecteurs en J. J'ai V0 sinus alpha qui est là, moins VG. Sur Y, j'aurai V0 qui vaut V0 sinus alpha en réalité, moins A. Là, l'accélération, c'est l'accélération de la pesanteur, c'est-à-dire moins GT. Et voilà, j'ai ici, j'ai la vitesse en MRUA suivant l'axe de Y. Ça, c'est la vitesse. Vitesse suivant Y. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, c'est moins VG. Moins VG. Voilà. Et le moins VG, si vous voulez, moins VG, ici, c'est moins GT. Fois J, bien sûr. Hein, c'est une composante suivant J. Moins GT fois J. Voilà. Donc maintenant, je vais séparer les composantes en I et les composantes en J. Donc, ce qui veut dire que le vecteur vitesse, suivant X, bah, tout d'abord je vais l'écrire complètement. V, comme je viens de le faire, je vais le réécrire. Hein. On a dit que c'était... attention qu'ici... attention qu'ici c'est... je préfère écrire ça comme ça. Voilà. Ça, voilà. Je vais repartir à partir d'ici, sans le moins GT, parce que moins GT c'est VG. VG. Donc en fait ici on a V0 plus VG. Voilà, on a V0 plus VG. V0 plus VG. Alors si je décompose V0, je vais de le faire. V0 c'est V0 cosinus alpha I. Voilà. Voilà. Ça c'est plus V0 sinus alpha J. Voilà que vaut le V0. Et ça maintenant, il y a un vecteur en plus qui est dû à la gravitation. Hein, qui est VG, qui est à cause de l'accélération de pesanteur, j'ai de certaines vitesses de retombée, donc j'aurai moins VG. Voilà, moins VG. Moins VG fois J. Alors pourquoi le moins? Je l'ai dit, hein, c'est parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe, tout simplement. Moins VG fois J. Alors, le moins VG, j'ai dit que c'était quoi? Le moins VG, en fait, c'est tout simplement moins GT. Voilà. C'est moins GT. Quand vous écrivez V est égal à V0 plus AT, en fait, le V0, ici c'est mon V0 sinus alpha, et le plus ou moins AT, ben c'est ça, c'est moins GT. Et ça, c'est aussi l'expression d'une vitesse, parce que quand vous regardez A, c'est des mètres par seconde carré, vous faites fois un temps, mais des mètres par seconde fois un temps, mais on retrouve des mètres par seconde. Donc on a une vitesse plus une vitesse initiale plus une vitesse dépendante du temps. C'est ce que ça veut dire. Hein. On a une vitesse initiale plus une vitesse dépendante du temps. Donc j'ai une vitesse
initiale plus une vitesse dépendant du temps tout le long du parcours. Et cette vitesse-là, c'est la vitesse totale, si vous voulez. C'est ce que ça veut dire. Alors, maintenant, je vais séparer. Ça, c'est la vitesse totale, si vous voulez. C'est la vitesse totale. Composition de deux vitesses, si vous voulez. On compose deux vitesses. Alors, maintenant, je vais séparer les I et les J. Donc, ce qui fait V0 cosinus alpha I plus. Et maintenant, je vais rassembler V0 sinus alpha moins GT, le tout fois J. Voilà. Là, j'ai mon expression de ma vitesse totale. Bien sûr, vectoriellement. Vitesse totale correspondant à V0, le vecteur vitesse V0 de départ, et de moins GT, qui est une vitesse dépendant du temps et qui dépend de l'accélération de la pesanteur, si vous voulez. Celui-ci dépend de l'accélération de la pesanteur, voilà, qui est moins GT tout simplement. Voilà, bon, maintenant je vais scinder. Ça, c'est tout simplement c'est la grandeur vitesse suivant l'axe des X. Hein, voilà, c'est le V de X total, si vous voulez. Et ça, c'est le V de Y, c'est la composante de vitesse totale. Hein, c'est V de X total. Et là, suivant X, V de X total, ça, V de Y total. C'est la composante suivant de Y total, qui dépend du vecteur V0 de départ et bien sûr de l'accélération de pesanteur. Par contre, là, on a un MRU, il n'y a aucun souci, c'est V0 cosinus alpha, il n'y a rien qui vient, je vais dire, contrer ça. Il n'y a pas un vecteur qui vient contrer ce vecteur vitesse V0 cosinus alpha I. Par contre, lui, il est additionné à une composante en plus, puisqu'on a V0 qui est sinus alpha, qui est le vecteur V0 de départ, moins GT, qui est un vecteur dû à l'accélération de la pesanteur, dû à l'effet de l'accélération de la pesanteur. Voilà. Et là, on a la somme des deux. Là, la vitesse en X suivant, la vitesse totale suivant X, et là, la vitesse totale suivant Y. Ce qui veut dire que V0 cosinus alpha, c'est la vitesse totale suivant X, c'est dx en grandeur, non pas vectorielle, mais en grandeur scalaire, c'est dx sur dt. Et ça, en grandeur scalaire, c'est la vitesse suivant y. dy sur dt. Voilà. Et à partir de là, on peut commencer à trouver que vaut les expressions de l'espace en fonction du temps, puisque je connais l'expression de la vitesse en fonction du temps. Connaissant l'expression de la vitesse en fonction du temps qui vaut V0 cosinus alpha et dy qui vaut sur dx qui vaut V0 sinus alpha moins gt, à partir de là, ben, je peux trouver l'expression de la de l'espace parcouru suivant x et l'espace parcouru suivant y. Ouais, il y a x et y, hein, et l'ensemble des deux x et y donne un point qui est le point xy. Alors, celui-ci, le dt, je vais le faire passer par ici, dans le membre de droit. Donc ça va donner dt ici, ce qui veut dire qu'il est passé par ici. Voilà, et ici c'est dt, je m'excuse. Voilà, c'est dy sur dt. Le dt ici, je le fais passer de l'autre côté. Voilà. Alors, comme ça, il n'y a plus de dt ici. Alors, je peux trouver le x, puisqu'il suffit de primitiver. Voilà. Et ça, c'est facile à primitiver, parce que V0 étant une constante, on a cosinus alpha, la direction est constante. Donc, ça sort du signe de primitif, il va avoir primitif de dt, tout simplement. Et primitif de dt, primitiver la différentielle, ben, ça revient à faire, c'est tout simplement avoir la variable t. Donc, x vaut V0 cosinus alpha t. X vaut V0 cosinus alpha t. Donc, ça veut dire que la position en x dépendra de vecteur initial de départ en grandeur, bien sûr, parce que ça c'est la grandeur. Hein. Je suis plus en vectoriel, ici je suis passé tout en grandeur. Cosinus alpha qui est la direction alpha de départ, mais en prenant son cosinus, bien sûr. Et bien sûr, il est dépendant de la variable temps. Donc la variable temps, elle est là. Donc x est dépendant du temps, si vous voulez. Donc en fait, c'est plutôt, on va dire, x est fonction du temps. Voilà. Voilà la variable ici, c'est... D'ailleurs, je vais changer de couleur ici. Je vais mettre la variable temps ici.
Alors maintenant, je vais faire la même chose, simplement ici je vais distribuer le dt. Donc je vais le mettre ici, si je le mets ici ça fait dt, moins gt, dt. Voilà, j'ai distribué le dt si vous voulez. Voilà, et ça reste une primitive simple. Pour trouver le y, il faut primitiver ceci. Donc ce qui veut dire que je vais primitiver v0 sinus alpha qui est une constante, tout comme c'était une constante là-bas. Par contre, je vais primitiver dt. Par contre, ici, le g est une constante et je vais primitiver t dt. Alors, ici, on va se retrouver avec la même chose que tout à l'heure. V0 sinus alpha, non pas un cosinus, mais un sinus alpha t, moins g, et là, primitive de t, c'est t carré sur 2. Donc, je vais me retrouver avec un V0 sinus alpha t, moins g t carré sur 2. Donc, j'ai trouvé ici, si vous voulez, l'expression de y, de la valeur en y qui est fonction du temps, c'est V0, c'est la même chose qu'ici, dépendant de la variable temps, le restant étant des constantes. Ça, c'est la direction de départ et ça, c'est la vitesse initiale de départ. Voilà. Et alors, ici, il faut juste soustraire g et le t ici, il est au carré sur 2. Voilà. Et ça, c'est les expressions de x, y. Hein, c'est les expressions en fonction du temps. Le paramètre ici, c'est j'ai le paramètre temps. Donc, c'est xy en fonction du paramètre temps. Voilà. Si ce n'est qu'ici, il est au premier, c'est une équation linéaire, c'est normal, parce que c'est dépendant de la variable t, hein, donc t qui est du premier degré, donc c'est bien une droite, l'équation d'une droite, donc on a bien affaire à un MRU. Contrairement ici, on a une équation du second degré, et là on a d'office du MRUA. On voit bien qu'on a du MRUA, ça se sent. Hein. Voilà, là on a un MRUA. Donc Y, c'est normal qu'on a du MRUA parce qu'on a l'accélération de la pesanteur qui intervient. Bon, maintenant je vais trouver cette fameuse parabole. Alors cette fameuse parabole, pour la trouver, eh bien il faut que j'élimine le paramètre t. En éliminant le paramètre t, j'aurai tout simplement Y qui est fonction de X et vous allez avoir cette parabole Y fonction de X et je pourrais la tracer voilà, en connaissant bien sûr les paramètres ici. Bon. Alors comment faire ça? Je vais éliminer le paramètre t de la première équation ici. Donc ici, je vais dire que x de t, je l'appelle plus x de t, hein, vous comprendrez que, bon, je vais omettre ceci, on sait bien que ça dépend du temps. Hein. Bon, maintenant, c'est pour ne pas dire encombrer l'équation, on sait bien que c'est x, donc je vais l'appeler x et y. Alors, on sait bien que c'est fonction du temps. Voilà. X et y, voilà. Alors, le t ici, je vais le retirer. Hein, x sur v0 cosinus alpha est égal au temps. Chose que maintenant, je vais remplacer ici, et bien sûr, là, vous l'aurez compris. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc le y, on a dit que c'est v0 sinus alpha, et le t, je viens de dire que c'est x sur v0 cosinus alpha. X sur v0 cosinus alpha. Et là, vous voyez tout de suite que ceci va tomber. V0 sur V0, ça tombe. Et j'aurai sinus alpha sur cosinus alpha, ce qui fait tangente alpha, bien sûr. Hein. Donc j'ai tout simplement tangente alpha x. Donc j'ai tangente alpha x. Tangente alpha x. Voilà. Moins. Et maintenant, moins le g demi, c'est une constante. Et le t carré, mais je vais remplacer encore une fois par x sur v0 cosinus alpha. X sur v0 cosinus alpha, le tout, bien sûr, comme il est au carré, je dois mettre au carré. Alors, donc ici, on a compris que x au carré va donner x carré. Et que là, ça va donner v0 carré cos carré alpha. Voilà, donc ici, j'aurai du x carré. Là. Et là, on a bien y en fonction de x, tout simplement. Et j'ai bien l'équation d'une parabole. Alors, je vais réécrire ceci, c'est y égale, je vais mettre dans ordonnée le polynôme ici, c'est moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha, fois bien sûr x carré,
plus tangente de alpha x. Voilà, et là vous avez bien la fameuse parabole du tir, Donc vous aurez bien une parabole qui fait ceci. Hop. Bon, on remarque bien ici, si t vaut 0, on a x vaut 0. Hein. Je remplace par t égale 0, je serai à l'origine. Si t vaut 0 là et t vaut 0 là, mais je serai à l'origine. Donc c'est un départ à l'origine. Hein. Ici c'est un départ à l'origine, en 0, 0. Mais c'est pas toujours le cas, je vais faire un exercice après, où je ne démarre pas de l'origine. Voilà, je ferai un exercice, une parabole qui n'est pas là, qui va démarrer plutôt de quelque part par là. Et maintenant, ça c'est grâce au temps, je peux trouver la position de x. Grâce au temps, je peux trouver la position de y. Mais grâce à x, je peux trouver la position de y. Et grâce à y, je peux trouver la position de x. Bon, on peut s'amuser. Alors, le g c'est une constante, 2 c'est une constante. Bien sûr, le alpha c'est une constante, mais dépendant du problème donné, c'est le problème qui va générer cet alpha, et le V0 est une constante du problème. Donc, il suffit de mettre V0 au carré, le cosinus alpha, le mettre au carré, et faire ce petit calcul-là. Il faut faire un calcul. Voilà, et en fait, ça revient à faire y égale ax carré plus bx. Voilà, plus bx. Et bien sûr, dans cette parabole-là, on n'a pas de c. Pourquoi on n'a pas de c? Parce qu'il débute à l'origine. Je vous ai dit qu'il débute à l'origine, donc on n'a pas de c. Tout simplement. Alors, si vous voulez identifier le A et le B, donc j'écrirai ceci, y égale ax carré plus bx, il n'y a pas de c, je viens de vous le dire, et vous identifiez tout simplement avec le A qui vaut moins g sur 2v0 carré cos carré alpha, bien sûr alpha étant donné, puisqu'on tire avec une direction donnée et une vitesse initiale donnée, voilà que vaut le A, et que vaut le B, ben, il vaut tangente de alpha. Voilà. Et on remarque la composante du MRU qui est ici. Hein. On le remarque ici, plus BX. Enfin, il est dedans. Enfin, j'ai regardé parce que c'est vrai que il est en partie là et en partie là. Donc, voilà, j'ai regardé. Donc, vous faites les calculs comme ceci. Vous avez le A et le B, vous avez l'équation de votre parabole. Et bien sûr, vous pouvez la tracer. Hein. Dans un repère orthonormé, connaissant le A et le B, vous les dessinez bien sûr à l'échelle. Hein. À l'échelle, vous pouvez dessiner, je veux dire, cette parabole. Bon, mais bien sûr, cette parabole, elle n'est pas infinie. Hein. Cette parabole n'est pas infinie parce que quand vous allez tirer, voilà, vous allez tirer, on n'a pas ça. Voilà. Sauf si vous tirez de quelque part qui n'est pas d'un sol. Ici, si c'est pas un sol, si vous avez uniquement un sol ici, bien sûr, elle va faire ça. Mais maintenant, si vous avez un sol qui est refermé ici, ben, vous comprendrez que ça ne tombera pas plus bas. Voilà. Ça va causer un cratère ici ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, vous allez avoir voilà, parce qu'il y a un impact aussi. Ça n'a rien à voir. C'est avec l'étude des chocs. Hein. Fatalement, comme on a un choc, on aura un trou ou quelque chose de cassé ou peu importe. Mais voilà, ça dépend quoi vient taper quoi. Voilà, mais ça dépend la vitesse. Ça dépend de plein de paramètres. Donc voilà. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, supposons que j'ai un sol fermé, mais ma parabole va commencer ici pour se terminer là. Voilà. Et bien sûr, on est toujours dans les paraboles. Quand on dit parabole, ça veut dire que j'aurai deux racines. Une, on la connaît parce que si on démarre de l'origine, ben, il y en a une qui est à l'origine. On a toujours l'axe de symétrie. Le A, s'il est positif, on aura un mouvement comme ça. Et il sera comme ça. Il sera toujours positif. Hein, parce que quand on écrit moins G sur 2V0 carré cos alpha, ouais, le A ici, il est négatif de par le moins ici. Parce que ça c'est positif, c'est positif, c'est positif. Cos carré alpha est positif. Le G est positif, donc si je mets un moins devant tous les nombres qui font un rapport positif, mais j'ai un nombre négatif. Donc ce qui veut dire que ici le A il est négatif. On a un A qui est
négatif, donc on a une concavité tournée vers le bas. Alors, on a une concavité tournée vers le bas. Le C, on n'en a pas parce qu'on démarre à l'origine, on n'a pas de C. Un C vaut 0, ou si vous voulez, il y a un C mais il vaut 0. Voilà. Voilà, c'est de la discussion philosophique. Voilà, ça n'a rien à faire de commencer à entamer cette discussion-là, mais je l'ai déjà discuté, puisque 0 c'est le rien, c'est rien du tout, c'est le vide. Donc le vide, enfin, on ne va pas rentrer dans ce sujet de conversation, mais voilà. Donc le A est négatif. Donc ça veut dire qu'on a une concavité tournée vers le bas. On a toujours un axe de symétrie. L'axe de symétrie, mais il vaut soit x1, si vous cherchez les racines, c'est x1, x2. Il y en a une qui est connue, hein, x1 plus x2 sur 2. Il y en a une qui est connue, puisqu'on démarre en 0, ben voilà, c'est x2 sur 2. Vous faites x2 divisé par 2, vous avez l'axe de symétrie. Voilà, ou alors, vous pouvez le chercher par x égale moins b sur 2a. Par exemple, ici, je suis... donc, par exemple, ici, la première racine, c'est moins b plus racine delta sur 2a. Et la seconde, moins b moins racine delta sur 2a. Le tout, vous faites sur 2. Donc ici, c'est moins b, ce qui fait moins 2b. Moins 2b plus racine delta moins racine delta, ils vont tomber. Donc on aura moins 2b, ce qui fait moins b sur a. Moins b sur a sur 2, ce qui fait moins b sur 2a. Donc c'est juste. Donc ici, on aura un axe qui aura pour équation l'axe de symétrie x égale moins b sur 2a. Donc moins b, c'est l'opposé de celui-ci sur 2 fois celui-là. Voilà, donc il s'agit d'une parabole, donc on sait aller chercher toutes les caractéristiques d'une parabole. Le maximum, quand où il va tomber, un point quelconque, on peut aller chercher un point quelconque. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut comme type de genre d'exercice sur les paraboles. Donc fatalement, ça reste l'équation d'une parabole. Donc on peut aller chercher toutes les caractéristiques d'une parabole et de la courbe, de la courbe elle-même. Voilà, je vous remercie.